Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la guerre d'Algérie, racontée des deux côtés par ceux qui l'ont vécue. 60 ans après, Arte, France Culture et l'INA reviennent sur 8 années de conflit dans l'œil des témoins et des acteurs de cette guerre. Témoignages rares et archives inédites pour penser les plaies, faire mémoire, pour s'écouter surtout les uns les autres. Il faut tout dire, pas seulement ce qui fait plaisir, parce que c'est peut-être la dernière fois que je peux parler. Il y a 20 ans, il y a certaines choses que je n'aurais pas pu dire. J'avais 10 ans quand il y a eu les premiers événements dans toute l'Algérie. J'étais jeune, pas tout à fait un homme encore. J'ai pris le maquis à l'âge de 17 ans. On a tout sacrifié, notre jeunesse, notre vie pour l'indépendance. Notre peuple décidera lui-même de son destin. Nous voulons que l'Algérie demeure française. Nous demandons à toute la population de garder son calme. C'est des choses qui marquent à vie. Dans les yeux des personnes qui m'écoutent, j'ai la sensation qu'ils ne me croient pas. Donc j'essaye pas de convaincre, j'essaye juste de dire. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas ça. Extrait de la série documentaire En guerre pour l'Algérie qui sera diffusée prochainement sur Arte. Je vous dis tout dans un instant. Avec nous surtout l'historienne Raphaëlle Branche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de En guerre pour l'Algérie, réalisé avec et par Raphaël Lewandowski, série documentaire en 6 épisodes, diffusée sur Arte les 1er et 2 mars à 20h50 et en ligne sur arte.tv depuis avant-hier. Vous êtes professeur à l'université Paris-Nanterre, membre du Conseil supérieur des archives jusqu'en 2019. Dès 2001, dans un livre publié chez Gallimard, vous racontiez la violence de l'armée coloniale française, la pratique systémique de la torture pendant la guerre d'Algérie. Votre dernier ouvrage sur la difficile transmission « Papa, qu'as-tu fait en Algérie » a été publié à La Découverte. Il vient de ressortir en poche. À vos côtés, Perrine Kervran. Bonjour. Bonjour. Productrice de la série documentaire LSD sur France Culture. Lundi débutera à 17h une série en 4 épisodes intitulée « La guerre d'indépendance » racontée par les Algériens, réalisée par Rafik Zénine, produite par Raphaël Lewandowski, qui a coécrit et donc réalisé avec vous, Raphaëlle Branche, la série télé pour Arte. C'est un partage de savoir-faire, un partage de savoir tout court qui a été réalisé entre nos deux maisons pour l'occasion. Un mot d'abord avec vous, Raphaëlle Branche, sur ce projet 1962-2022. Ce projet d'ampleur s'inscrit dans le cadre des commémorations 60 ans après la fin de la guerre. Où est-ce qu'on en est en termes de récit, en termes de mémoire de ce conflit qui a engagé les forces vives des deux pays? Voilà, c'est une question complexe puisque justement les récits sont pluriels. Donc ça dépend combien d'heures vous me donnez pour répondre. On en est à un état de la connaissance scientifique qui est très avancé. On a beaucoup pu travailler sur ce sujet de la guerre, de la colonisation qui l'a précédée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu faire cette série avec énormément de collaborations scientifiques, de collègues, historiens, historiennes, qui ont, sur lesquels on a pu s'épauler, sur les travaux desquels on a pu s'appuyer. Et voilà, donc on a une connaissance assez bonne, mais en revanche, la qualité, la capacité qu'on a à descendre très très bas dans la population, dans la société française et encore plus algérienne, est parfois compliquée parce que les archives ne permettent pas toujours cette descente en profondeur et donc le recours au témoignage est essentiel pour ça. C'est une mémoire encore douloureuse, d'un côté comme de l'autre? J'ai toujours un peu de mal avec ces expressions, en fait. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je pense que les gens qui portent ces mémoires, pour certains d'entre eux, bien sûr, ont vécu des choses extrêmement douloureuses. Que les mémoires soient douloureuses, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais ce qui est sûr, c'est que faire revenir des personnes de plus de 80 ans sur leur enfance, leur adolescence, leur âge de jeune adulte, ça amène des émotions très fortes et qui ne sont pas que de douleur. Les émotions de l'enfance, par exemple, ou les premiers éveils à plein de choses, et notamment au militantisme politique. Donc c'est surtout plein d'émotions. Voilà, c'est des mémoires qui sont très vives. Et voilà. Je me souviens d'un de vos interlocuteurs qui dit, à un moment, un Algérien, les gens ne savent pas ça. Il y a encore quand même beaucoup de choses qu'on ne sait pas, même si beaucoup a déjà été écrit, montré, raconté. Oui, je vous ai répondu d'un point de vue scientifique. Effectivement, tout le monde ne lit pas des livres d'histoire. En revanche, il y a beaucoup de
vecteurs de culture populaire qui se sont emparés depuis 10 ou 20 ans de la question de la colonisation ou de l'Algérie, à la radio, à la télévision, au cinéma. Donc beaucoup de gens ont des représentations. Beaucoup de représentations existent, coexistent, ne sont pas toujours justes, mais effectivement, elles sont là. Donc les gens ne savent pas ça. Quand Bachir Hadjadj dit cette phrase à la fin, évidemment, il fait référence au précis de son expérience et au fait que souvent les connaissances sont très segmentées. Alors elles sont notamment segmentées par des mémoires familiales qui transmettent de manière disproportionnée certains aspects de l'expérience. Et évidemment, un projet comme le nôtre vise à contrebalancer toutes ces dissymétries bien naturelles dans les familles. Perrine Kervran, la guerre d'indépendance racontée par les Algériens. On va voir que dans le projet mené par Raphaël Branche avec Raphaël Lewandowski pour Arte, le choix a été fait de multiplier les points de vue, de mettre en avant une diversité de points de vue. Est-ce qu'on peut dire au contraire à France Culture que vous avez pris ce parti d'écouter la parole des Algériens et pourquoi? Est-ce qu'elle était rare encore ou fragmentée, perçue, transmise différemment? En fait, c'est déjà aussi pour une raison très concrète. On avait fait en mai dernier dans LSD une série, donc c'était Alain Lefkovitch qui avait fait ça, donc c'était réalisé par Somanina, une série qui s'appelait Les Mémoires vives de la guerre d'Algérie, qui était une série qui donnait essentiellement la parole au côté français. Et donc il y avait un épisode sur les soldats du refus, il y avait un épisode justement autour du travail de Raphaël Branche sur la question de qu'ont fait les parents, qu'ont fait les grands-parents. Puis il y avait aussi une question, un épisode sur les rapatriés. Et on s'est dit, donc au moment où on voyait arriver cette commémoration, on voulait travailler ensemble. Et on savait que Arte et l'INA avaient commencé cette énorme campagne et cet énorme travail documentaire. Et on s'est dit, on va faire quelque chose ensemble. Et nous, on a imaginé comme une sorte de diptyque, en fait. C'est-à-dire qu'il y aurait cette première série qui aurait donné vraiment la parole au côté français. Et donc, dans cette deuxième série, on faisait le choix, pour aussi se démarquer, bien sûr, de ne pas proposer la même chose aux téléspectateurs qu'aux auditeurs, de donner la parole aux Algériens et aux Algériennes. Et c'est vrai que c'est peut-être une parole qu'on n'entend pas assez. Alors c'est toujours difficile de répondre, mais ça, Raphaël Branche le dira mieux que moi. C'est-à-dire parfois on dit on n'entend pas, mais est-ce qu'on n'a pas voulu entendre? Ou parfois on dit on ne sait pas, mais est-ce qu'en fait c'est parce que effectivement on ne sait pas dans le grand public, mais en fait on le sait depuis longtemps. Donc c'est difficile de répondre à ça. Mais en tout cas nous c'est ça qu'on avait envie de donner à entendre aux auditeurs, cette parole des Algériens et des Algériennes qui n'étaient pas forcément des gens très connus, qui n'étaient pas les grands noms qu'on rencontre dans cette guerre d'Algérie. Et là c'est vraiment des gens qu'on ne connaît pas et qui racontent leur quotidien, parfois à hauteur d'enfants, parce que c'est des gens qui sont très jeunes au moment où démarre la guerre d'Algérie. Donc c'est vraiment une expérience vécue, intime et quotidienne, à la fois de la vie dans l'Algérie coloniale et ensuite de la guerre d'Algérie. Parce que c'est une mémoire, et vous l'évoquiez, Raphaël Branche, dont les écrivains, les photographes, les cinéastes, les metteurs en scène se sont effectivement déjà emparés pour en restituer certaines dimensions, forcément aussi subjectives, si on fait ce pas de côté par rapport au travail scientifique que vous menez, vous, les historiens. Mémoire vive, disait à l'instant Perrine Kervran, et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est à quel point vos témoins sont vivants jusque dans leur manière de faire ressurgir ces souvenirs. C'est quand même, ça commence à être assez vieux pour certains d'entre eux, plus de 60 ans, puisque vous repartez des débuts de la guerre d'Algérie. Beaucoup étaient enfants à ce moment-là. Il y avait une urgence pour vous à récolter cette parole qui risque de s'effacer. Vous avez travaillé avec ce sentiment quand même aussi un peu d'urgence? Alors, merci pour votre question qui me permet peut-être d'expliquer effectivement pourquoi il y avait une urgence absolue, en fait, à ce qu'on puisse recueillir tous ces témoignages et à quel point la proposition d'Arte, la production par l'INA a été vraiment... je ne m'en remets toujours pas parce que c'est exceptionnel, vraiment. L'investissement de ces deux maisons dans ce travail pour nos deux pays, au minimum. Et dans le temps, ça fait au moins 3 ans que vous travaillez sur ce projet. Ça fait 3 ans et demi, et il s'agit ça fait 3 ans et demi, et je pense qu'il faut multiplier les années quand on pense que c'était le Covid et le confinement par ailleurs. Mais on a voulu recueillir longuement la parole de personnes très âgées. Donc effectivement, il y avait un sentiment d'urgence démographique. Plusieurs de nos témoins sont morts depuis. Certains avaient donné leur accord, sont morts avant de pouvoir témoigner. Donc le sentiment, il n'était pas simplement dans nos têtes. Il était vraiment là. Il est toujours très fort. Ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est que les gens qui avaient accepté de témoigner l'ont fait malgré le Covid, c'est-à-dire malgré les risques pour leur santé, peut-être à venir s'exposer dans un studio de tournage. Et pour rebondir sur votre première remarque,
oui, leurs témoignages sont très vifs, très vivants. On a pris vraiment bien le temps de les écouter. Je pense qu'il faut aussi revenir sur cette manière dont on accueille cette parole, dont on la recueille. Ça a été un travail de préparation avec eux en amont, de formation des intervieweurs, des intervieweuses pour leur permettre de faire ce chemin dans le temps. Parce qu'effectivement, il faut que les gens parlent depuis les années 30, depuis les années 40, depuis les années 50, et pas en plaquant un vocabulaire d'aujourd'hui sur le temps passé, etc. Et donc ça n'arrive que quand on prend le temps. Et c'est très très frappant de les voir, ils sont filmés, donc on voit leurs gestes, on voit leurs émotions, mais on voit aussi leurs regards qui pétillent, leurs souvenirs qui reviennent, et c'était beaucoup d'émotions pour ça, pour nous qui étions autour d'eux. Et je pense que ça donne aussi une richesse historique et une profondeur pour cette raison-là. Comment réenclencher le souvenir? Est-ce que vous avez travaillé avec eux? Est-ce que vous les avez aidés à se raconter aussi à partir des archives que vous produisez dans le documentaire, à partir de ces images-là? Alors oui, ça fait partie de la manière dont on fait de l'enquête orale en histoire. C'est-à-dire on a l'habitude de travailler avec des gens très âgés qui nous parlent de périodes anciennes et on connaît les risques et les biais potentiels. Donc il y a des techniques et des moyens. Donc effectivement, une des techniques, c'est de partir de leur corps, de leurs souvenirs incorporés, et de travailler aussi, quand c'est possible, sur des documents que les gens apportent. Donc on leur avait demandé d'apporter des photos, d'apporter des documents de leur choix. Et effectivement, on a pu leur demander de les commenter ou de les raconter. Et ça permet aux souvenirs de rejaillir. Oui. C'est un matériau précieux pour une historienne, ces témoignages, mais aussi délicat, fragile, on l'imagine. Est-ce qu'il faut vérifier tout ce qui vous est dit, ou est-ce que vous le prenez en tant que tel et vous le présentez en tant que tel, ce témoignage, avec ses forces et ses faiblesses? C'est une question plus générale que vous posez. Qu'est-ce qu'on fait avec une source en histoire? C'est une source comme les autres, un entretien. Donc évidemment qu'on ne le prend pas pour argent comptant. On le critique, on le commente, on l'analyse. Donc là, les gens qui pourront écouter tous ces témoignages qui sont mis en ligne sur le site de l'INA dans leur intégralité pourront s'en emparer, mais avec prudence, puisqu'effectivement, il faut savoir qui sont les gens qui parlent, dans quel contexte ils s'expriment. Et donc pour la série, j'étais là pour choisir les éléments qu'on a, avec Raphaël, bien sûr, Lewandowski, qu'on a retenu pour le film. Et donc, ce qu'ils disent me semble juste. Et quand ça ne l'est pas ou quand c'est imprécis, normalement, les spectateurs peuvent s'en rendre compte. Voilà, et j'ai encore une dernière question sur le making-of aussi, sur les images et ce fonds d'archives exceptionnel sur lequel vous vous êtes appuyé pour cette série documentaire Raphaël Branche en guerre pour l'Algérie, et qu'on retrouve en partie dans la série LSD, la série documentaire de France Culture, consacrée à cette question, la guerre d'indépendance racontée par les Algériens. Ces archives, vous avez travaillé avec des registres d'images très différents. Il y a à la fois des films de famille, familiaux, des films militaires, de propagande. Comment vous avez agencé, hiérarchisé toutes ces sources-là? Ça, c'était une des grandes interrogations de Raphaël Lewandowski au début. Son interrogation, c'était est-ce qu'on va pouvoir dépasser les images qu'on connaît par cœur, qui sont les images en fait fournies par l'armée française. L'armée française fournissait très largement les images, y compris aux actualités cinématographiques, y compris des images qui sont aujourd'hui siglées Pathé ou Gaumont, qui sont en fait des images produites par l'armée française. Donc on voulait absolument pouvoir trouver d'autres choses. Donc la recherche a été menée par les documentalistes de manière très étendue. Donc il y a des archives fantastiques qui viennent de Suède, qui viennent de la BBC, qui viennent des États-Unis, qui sont très, très riches et très neuves. Et puis le projet du film, pour répondre à votre question de l'articulation, le projet du film, c'était de raconter la guerre par les gens ordinaires. Et donc idéalement, il fallait des archives qui soient de même nature. Et notre grande joie, ça a été de découvrir que depuis une dizaine d'années, ce qui n'était pas le cas auparavant, des films Super 8, des films amateurs, tournés par des soldats, tournés par des Français d'Algérie, pour la très grande majorité d'entre eux, les Algériens ayant très peu accès à ce genre de médias, ont été déposés dans des centres d'archives en France. Et donc le film mélange des images à cet endroit-là de la réalité à des images de propagande qu'on peut tout à fait identifier comme telles, tellement elles sont construites différemment. Et on essaye d'articuler ça, de même qu'on raconte le film à hauteur des gens, des hommes et des femmes qui l'ont vécu, mais qu'on a aussi un discours qui raconte la guerre
pour quand même que ce soit aussi un film sur la guerre d'Algérie où les gens puissent identifier les grands événements majeurs qui ont fait cette histoire. Perrine Kervran, est-ce que vous avez été vous aussi soufflée par la force quand même de ces témoignages? L'un d'eux dit avoir été marqué à vie, et tous l'ont été, on le sent encore des décennies après, marqués par cette histoire. Il faut dire que le conflit a détruit des vies, a bouleversé des familles, a changé des trajectoires de vie. On pense à ce berger qui devient combattant, qu'elle a aussi, la guerre a abîmé les corps, forcément. Cette dimension intime d'une guerre qui est racontée là, ce choix de raconter la guerre à travers l'expérience humaine qui en a été faite, c'est assez singulier, et ça donne une force à ces témoignages qu'on avait peu vus ou peu entendus comme ça auparavant. Oui, c'est vrai, Raphaël Lewandowski et Rafik Zennine ont vraiment fait ce choix, ont choisi ce parti pris de faire entendre des choses très quotidiennes et finalement très méconnues de ce conflit, mais aussi de la vie dans l'Algérie coloniale. Donc on entend beaucoup les gens raconter le quotidien dans les Aurès, dans les fermes, un quotidien très pauvre. On se rend compte à quel point cette idée d'une colonisation qui a pu apporter beaucoup de choses matérielles en Algérie était vraiment loin d'être une réalité palpable pour une énorme majorité de gens qui vivaient dans une pauvreté, un dénuement à l'écart des routes. Enfin, on entend ça dans le récit des gens. Donc il y a cette idée de Raphaël et de Rafik de faire entendre cette vie dans l'Algérie coloniale, cette question des civils dans la guerre. Donc on n'est pas là dans des récits de combattants, mais vraiment dans des choses très quotidiennes, à hauteur d'enfant souvent. Et puis évidemment la question à la fois de la guerre, du maquis, et de la guerre en métropole aussi. Ça a été un choix très intéressant, très important, qui a été proposé par Raphaël, de faire entendre aussi ce qui se passait en métropole. Voilà, et donc dans la série documentaire En guerre pour l'Algérie, diffusée sur Arte, il y a ces oppositions, en tout cas ces points de vue présentés avec et dans toute leur diversité. Ils vous racontent la guerre, leur engagement, leurs espoirs, mais ils sont algériens, français d'Algérie, citadins, campagnards, de l'armée française ou du FLN, l'OAS, ils sont de la métropole ou d'Algérie. Il y a tous ces points de vue qui sont quand même représentés là, dont beaucoup qu'on avait peu ou pas entendu jusqu'ici, des paroles qui étaient plutôt retenues. On va écouter un extrait de l'épisode 2, Le maquis se fédère. La population, c'est elle qui était la plus importante parce que si la population ne nous recevait pas, on était foutus. Et c'était la population qui était extraordinaire. Et il faut rendre un grand hommage aux femmes qui ont fait un travail extraordinaire. Elles ont lavé notre linge, elles nous ont préparé à manger. D'ailleurs, moi, quelquefois, quand je me retrouvais seule, parce que quelquefois, on se reposait, j'allais avec les femmes pour aller ramasser du bois, pour aller chercher de l'eau, parce que c'était loin. C'était comme si c'était des sœurs pour moi, quand elles n'étaient pas très âgées, ou des mamans. Et comme je vous dis, on était bien reçus. Et très rarement, quelquefois, ils ne nous ouvraient pas la porte, mais on continuait. Parce qu'ils avaient peur, ou là, je ne sais pas. C'est normal. C'est les rebelles qui amenaient de la semoule à ma mère et à d'autres femmes pour leur dire « préparez-nous des galettes ». Mais elles ne pouvaient pas refuser. C'est comme les gens qui cotisaient, j'étais obligé. Quel est celui qui se permettrait d'aller à l'encontre de leurs ordres à cette époque-là? Ils diront « mais toi, tu es une traître, alors à ce moment-là, tu ne veux pas nous aider ». Avec nous ou contre nous. Dans la vallée de la Soumam, comme aux confins sud de la Kabylie, des massacres collectifs endeuillent plusieurs villages qui ont refusé de se soumettre à la seule loi du FLN. Sur un moment de l'histoire, on l'entend bien là, Raphaël Branche, il y a déjà plusieurs versions, plusieurs regards, plusieurs subjectivités aussi qui s'expriment ici avec une ancienne combattante du FLN, Rachida Miri, et un ancien paysan d'un village algérien, Messaoud Kafi, qui raconte aussi la perception qu'ils ont eue de ce moment-là. Ah oui, merci pour ce dialogue-là qu'on entend bien, effectivement, et sur une question fondamentale. Le FLN, c'est un tout petit groupe, et ils font ce projet complètement fou, ce pari de s'en prendre à la France. C'est totalement fou, et pour que le pari puisse être gagné, il faut qu'ils arrivent à rester clandestins et à diffuser leurs idées
dans la population algérienne. Donc l'enjeu de convaincre les civils est essentiel. Et donc convaincre, ça peut être par toutes sortes de moyens. Et donc là, on le sent bien, le premier témoignage est très positif, hein, mais il est un tout petit peu plus tard dans le temps, et où elle raconte effectivement le soutien de la population qui cache les maquisards. Et puis le deuxième dit bien que ce choix n'était pas toujours laissé à la population civile de soutenir le FLN. Donc on entend bien jusqu'aux accusations de traîtrise et aux assassinats. Donc on a bien j'espère, un éventail de ces attitudes et on comprend bien, j'espère aussi, l'enjeu de soutien de la population. C'est vraiment une guerre, pour rebondir sur ce qu'a dit Perrine Cavran tout à l'heure. La population civile est au cœur de la guerre. La population civile algérienne, elle est au cœur de la guerre pour les deux acteurs principaux que sont le FLN et l'armée française. Et donc, on ne perçoit pas toujours ça quand on dit guerre d'Algérie. On a l'impression qu'on a deux camps armés. En réalité, au cœur, il y a la population civile algérienne qu'il faut gagner à la cause de l'un ou de l'autre. Et donc, on essaye, nous, en tout cas, de lui donner largement la parole pour se rendre compte de ce qu'elle a pu subir. Oui, voilà, des civils parfois embarqués, embrigadés un peu malgré eux dans cette guerre qui débute, dans cet affrontement aussi entre les deux parties. Pour les Français, au début, en 54 et un peu après, c'est la dernière séquence d'une histoire coloniale qui se joue là, Raphaël Branche. Pour les Algériens, c'est assez rapidement une guerre de libération et pour beaucoup aussi une source de fierté. Il y a aussi cette opposition de perception que vous mettez en avant entre ces deux ressentis qui sont quand même extrêmement différents. Les deux ressentis qui sont le point de vue des Algériens et le point de vue de ceux qui... Qu'il a fallu construire dans la narration. Ah oui. C'est-à-dire que le projet de départ était de ne pas commencer en 1954, de surtout donner bien à comprendre que cette guerre ne peut pas être pensée sur le modèle de 14-18, avec un moment où il y a une déclaration de guerre et un pays qui a envahi un autre pays. Des choses qu'on connaît aujourd'hui, par exemple. Donc, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. La guerre se passe en Algérie, sur une terre qui se dit française depuis des décennies. Et donc, la dimension coloniale, elle était absolument essentielle. Et à partir de là, évidemment, il y a une frontière coloniale, il y a une barrière coloniale en Algérie entre la grande majorité de la population, l'extrême majorité, les indigènes, les Algériens, et puis une petite minorité, mais pas si petite que ça, 1 million de personnes quand même sur 9 millions, des Français d'Algérie, qui se pensent aussi chez eux en Algérie. Et donc évidemment, tout cela doit être raconté du point de vue de chacun et en donnant ce qu'il faut pour qu'on comprenne le point de vue de chacun sans juger, mais au contraire pour essayer d'évaluer leur perception de la réalité à l'époque. Voilà, il y a les préjugés, il y a les fantasmes aussi, et on le voit notamment dans cet épisode 1 qui raconte l'avant, les inégalités, les injustices, d'un côté la douceur de vivre pour les témoins français qui se confient à votre caméra, et de l'autre la pauvreté racontée par les Algériens. On va écouter des témoignages de soldats français qui découvrent l'Algérie et l'ampleur de la pauvreté et du désastre sanitaire en arrivant sur place. Mes impressions, ça a été surtout de voir la pauvreté des gens et la façon dont ils nous regardaient passer, ou plutôt essayer de ne pas nous regarder passer. On avait vraiment l'impression que ça leur faisait guère plaisir. On est habillés, on est soldats, on représente la France, on a des armes, donc les plus forts. Et eux, c'est quoi? C'est des sous-hommes. Et on peut les qualifier de n'importe quoi. On peut dire que c'est des bougnoules, c'est ceci, c'est cela. Tous les qualificatifs qu'on a pu entendre. Mais dès le moment où vous êtes en contact avec ces gens que vous voyez qu'ils ont des difficultés, qu'ils souffrent, votre état d'esprit est totalement différent. À peine arrivés, les soldats du contingent sont choqués par la misère qui règne dans ces étranges départements français. Qu'en est-il de la mission civilisatrice de la France? Les a-t-on trompés? Ils découvrent que le système colonial a désorganisé à son profit la société algérienne et son économie, et que c'est maintenant eux qui sont chargés d'accomplir des actions humanitaires pour améliorer la situation dans l'urgence. Voilà, ça c'est déroutant aussi, de voir à travers le témoignage des Français qui arrivent là-bas, qui découvrent, loin des images d'Épinal un peu exotiques, ce qui se joue vraiment sur place. Oui, la guerre d'Algérie, ou plutôt l'Algérie coloniale, est une terre de contraste
entre les quais magnifiques d'Alger, quand on arrive, la ville, la capitale de la France coloniale, la très belle ville coloniale qui a été construite en partie en détruisant ce qui précédait. Et puis très rapidement, à 40 km d'Alger, un peu plus tard dans le Bled, et évidemment beaucoup plus loin, l'Algérie c'est très grand, une immense misère. Et donc les Français qui sont encore pour beaucoup, ces appelés du contingent de 20 ans, pour beaucoup des ruraux ou des gens pour qui la ruralité est très proche, peuvent se sentir des affinités ou en tout cas des éléments de compréhension des types d'instruments agraires utilisés, des enjeux que peut constituer par exemple une moisson ou quand on est une troupe militaire, quand on brûle une moisson par exemple. Donc on a cette sensibilité-là qui s'exprime parfois dans leur correspondance et ce qui les choque très clairement, c'est ce que Robert Debergue dit très bien là, c'est effectivement qu'on est très très loin de ce qu'on leur avait dit en France parce qu'il faut bien savoir que personne ne connaît l'Algérie en France. Il n'y a pas de retour à ce moment-là? Non, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de moyen de communiquer autre que les lettres, et donc de fait, les informations circulent mal. Et effectivement, la guerre d'Algérie est l'occasion pour les soldats de rapporter en France une forme de vérité différente de ce que leur a dit l'école, par exemple, ou la propagande française. Voilà, il y a ce décalage entre la mission civilisatrice qu'on leur avait enseignée, inculquée, et ce qu'ils observent en arrivant sur place, entre ces croyances collectives et l'expérience qu'ils vont faire de ce terrain si particulier qu'ils découvrent avec leurs propres yeux. C'est aussi toute la perception du conflit, dans les yeux des uns et des autres, Raphaël Branche, conflit qui n'a cessé d'évoluer au fil de ces 8 années de guerre que vous avez cherché à montrer au fil de ces 6 épisodes, en imbriquant ces témoignages et ces images. Oui, j'espère qu'on voit à quel point c'est long, 8 années. 7 années, 8 années, c'est long et les évolutions sont extrêmement radicales. Un seul exemple, peut-être, les partisans de l'Algérie française. En 1954, tous les Français, sans se poser de questions, et si on leur avait demandé, étaient pour l'Algérie française, parce qu'en fait, ils ne se posaient pas la question. L'Algérie, c'était la France. Les Français de métropole, à l'exception des anticolonialismes qui sont une minorité. Et à la fin de la guerre, quelques années plus tard, les partisans de l'Algérie française sont des radicaux, sont des ultras, comme on le dit, sont parfois des gens violents qui soutiennent un mouvement terroriste. Et entre-temps, on a eu un pouvoir politique qui a changé progressivement de position et donc donné à comprendre les raisons de ces évolutions, qui sont les effets de rapports de force, d'évolution dans la manière de percevoir la situation. C'est évidemment un des enjeux du film, en sortant de simplement l'apparence d'un conflit militaire. Il y a bien entendu des enjeux politiques et géopolitiques majeurs pour comprendre ces évolutions. Les ultras de l'OAS, et c'est une des singularités de cette série documentaire, vous avez pu recueillir des témoignages provenant d'eux. Alors 60 ans après, comment ils relisent cet engagement, le leur, cette radicalité, et puis ce fameux moment, l'indépendance, quand elle est déclarée, qui fait l'objet du 6e épisode de la série, sur laquelle elle se termine. Alors c'est difficile de vous répondre comme ça, mais c'est-à-dire qu'il y a à la fois leur évolution à l'époque, dont je viens de parler, éventuellement une forme de radicalisation pour certains jeunes garçons, mais aussi pour une population française d'Algérie, qui n'était pas comme ça forcément dès le départ, mais qui, à la fin, va soutenir très largement, en fait, l'OAS, qui est la seule à parler en son nom, d'une certaine manière. En tout cas, c'est ce qu'elle peut ressentir. Et puis, il y a aussi l'évolution jusqu'à nos jours. Certains, aujourd'hui, ont pris beaucoup de recul vis-à-vis de leur engagement passé, et d'autres, pas du tout, et d'autres le referaient. Donc on a ces deux types de positions qui sont parmi nos témoins, mais tous ont accepté le contrat de départ, qui était finalement d'accepter de raconter ce qu'ils avaient ressenti comme ils l'avaient ressenti à l'époque. Donc même ceux qui ont évolué ou qui se sont confiés avec confiance, avec honnêteté, et parfois c'est des paroles qui sont extrêmement dures, extrêmement crues, notamment sur les gens qui sont assassinés, la manière dont on peut assassiner sans se poser de questions, parce qu'on a admis le raisonnement qui précède, qui est que les soldats français sont des ennemis de l'OAS, et donc on peut tuer des soldats français, et un de nos témoins le raconte sans s'émouvoir.
Vous parliez et vous racontez dans cette série documentaire la pluralité des luttes. Vous parlez de cet enchâssement des luttes les unes dans les autres. Vous racontez, vous montrez aussi les allégeances, vous montrez les divisions au sein de chaque camp. Est-ce que tout au long de la réalisation de cette série documentaire, Raphaël Branche, vous, l'historienne, avec Raphaël Lewandowski à la caméra, il y avait la question de la réconciliation des mémoires en toile de fond pour vous? Quand on fait un travail d'histoire et quand on fait un film, je pense que c'est du même ordre, en tout cas un film documentaire, il y a une dimension de savoir. Il y a une dimension de à quoi sert le savoir. Et donc oui, je vous répondrai que quand on travaille dans ce sens-là, pour que on s'approche au plus près de ce qui s'est passé, du comment et du pourquoi les choses se sont passées, on espère, en tout cas moi c'est mon espoir, que la connaissance serve à une meilleure connaissance de l'autre, sans renoncer à la vision qu'on a chacun et à ce qu'on a éventuellement reçu en héritage. Oui, j'espère que ça participera d'une meilleure compréhension réciproque. Vous l'avez dit, et aujourd'hui, on ne mesure pas à quel point cette histoire touche énormément de monde, et notamment ici en France, dans l'Hexagone, des millions de Français qui sont concernés de près ou de loin par cette histoire-là. Il va y avoir la série documentaire, radio, France Culture. Il va y avoir aussi cette série documentaire sur Arte. Et puis des débats, on imagine des discussions qui vont pouvoir naître autour. Est-ce que vous allez privilégier ces moments-là? Et notamment pour la jeune génération qui va regarder les enfants, les petits-enfants d'Algériens ou de Français qui ont vécu en Algérie, qui vont regarder et réapprendre de cette histoire dont la transmission ne s'est pas toujours faite, ce que vous racontiez dans votre livre, Raphaël Branche. Il va falloir discuter autour de ces images et de ces mots. J'espère que ce sera l'occasion. Oui, c'est l'idée de provoquer ça aussi. Alors, ce sera possible, notamment à 15h ce samedi, à Nanterre-les Amandiers, au théâtre, où vous serez, avec une projection en avant-première de la série documentaire, de quelques épisodes, puis un débat qui sera ouvert avec la salle. On peut aussi se procurer le livre qui rassemble tous ces témoignages et qui est publié aux éditions Taillandier avec les éditions Arte. On peut donc regarder, et je vous rappelle toutes les dates en un mot, sur Arte les 1er et 2 mars à 20h50, la série, sur arte.tv aussi, ou l'écouter à notre manière, du point de vue des Algériens sur France Culture, à partir de lundi, 17h dans la série documentaire. Merci Perrine Kervran, merci beaucoup, merci à vous Raphaël Branche, et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table. C'est Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez et Marie Fraboulet pour La Grande Table des idées. C'est Henri Leblanc avec Oriane Delacroix et Violaine Malstaff pour La Grande Table Culture. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Félix Delcourt à la technique.